La Jeep, on m'a donné l'argent. On vous a acheté une Jeep, mais la qualité ou ancienne première dame à l'Ingaïte. Non, mais effectivement, si on a acheté pour moi la Jeep, donc on m'a offert une Jeep. Voyez-vous? C'est ridicule. Et on va payer au cadeau. Pardon? On va payer au cadeau. Non, mais cadeau de quoi et par qui? Ancienne première dame. Ah, ok. À son milieu Jeep. Oui, mais alors, attendez voir la Jeep. Avec Etienne Tshisekedi, avec son fils. À Sun City, on avait convoqué tous les Congolais. Fort malheureusement, Kabila s'est retrouvé là-dedans. Et Etienne Tshisekedi a accepté que Kabila continue son mandat jusqu'à nous organiser les élections en 2000. Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a à voir dedans? Non, j'ai dit. Le croyais. Il s'était opposé à la loi. Non, mais à la loi, à la démarche, disons. Non, mais effectivement, justement, parce qu'il ne savait pas que nous avions des audios où lui faisait la déclaration que sa maman n'était pas congolaise. Rien ne nous certifie également qu'Alain Bolo. Parce que déjà c'est ça la solution. Non, mais attendez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui critiquent M. Félix Tshisekedi sont réputés des haineux, des jaloux, des tribalistes? Lorsque vous critiquez M. Félix Tshisekedi, on vous pointe directement du doigt parce que vous êtes contre les Kassaïens. Voilà pourquoi vous critiquez M. Félix Tshisekedi. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission Les Détails, une émission qui vous permet de comprendre l'actualité en République démocratique du Congo dans toutes ses facettes. On revient aujourd'hui sur trois principaux sujets, on va essayer de faire le point. Sur les amendements apportés à la loi électorale, vous avez suivi le député Nsingi Pouloulou qui a dit qu'au-delà que le candidat doit être né des parents congolais, mais sa femme également doit avoir des parents congolais. On va essayer de revenir sur cette question. Côté Ensemble pour les changements, on crie déjà à l'acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. Et qu'est-ce que Martin Fayulu s'est dit? On en parle au cours de cette émission. On va essayer de faire également le point sur cette conférence qui se tient dans la province, disons dans les grands Katanga, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réuni autour d'une table les notables katangais et kassaïens pour essayer d'aplanir les divergences qui opposent les deux communautés depuis un moment. On va chuter avec l'an 1 du gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quel est le ministre qui a réussi et quel est le ministre qui a échoué dans son portefeuille? On en parle sur ce plateau avec Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour cher ami, en tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Alors, nous sommes très heureux d'être reçus ici dans votre domicile et c'est surtout votre premier passage dans ces nouveaux médias, cette nouvelle chaîne qui vient de voir les jours, Profondeur Télévision, et nous osons croire que ça ne sera pas la dernière. Nullement. En tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup. Sinon, comment ça se passe au niveau de l'opposition? Bon, je ne peux pas prendre la parole au nom et pour le compte de l'opposition, d'autant plus que l'opposition est plurielle, mais du moins je peux me prononcer en rapport avec la nouvelle classe politique de l'opposition et surtout les BAT, les Vents-nous et Bâtissons, qui est notre parti en gestation. En tout cas, ça va. Ça va. Très bien. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans toutefois vous poser ces deux ou trois questions. J'ai tourné une émission avec Bazin Pembe qui m'a dit clairement ceci. Alain Bolodjoa, Nico Mayengele et quelques communicateurs de la Mouka, vous êtes sous-traités par les Congolais de la diaspora, mais aussi l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Il est allé plus loin jusqu'à affirmer que l'ancienne première dame vous a offert une Jeep. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois que ceux qui nous suivent doivent comprendre déjà que je ne peux même pas répondre à cette question parce que je considère que ces déclarations sortent d'une âme perdue. Comment ça? Il faut être faible d'esprit pour faire ce genre de déclarations. C'est un analyste politique comme vous? Non, moi je ne suis pas analyste politique. Moi je suis politique. Coordonnateur d'une structure politique aussi comme vous? Non, non, ce n'est pas une structure politique, c'est une association d'amis. Moi je ne suis pas de la société civile. Comment pouvez-vous dire ça? Non, mais coordonnateur de quelle structure? La dynamique, le changement, c'est maintenant. Non, mais ce n'est pas une organisation. Plus de 5000 membres enregistrés. Ah, seulement. Moi, je ne suis pas de la société civile, je suis politique. Non, il est politique. Non, il n'est pas politique. Il est de la société civile, il s'efforce à devenir politicien. Et je ne pense pas que je peux m'hasarder d'aller dans ces débats que je considère de puérils
Mais ceux qui savent comment nous nous sommes organisés ne prêteront même pas attention, ne feront même pas attention à cette dérive-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ivrognerie langagière. Et je comprends. Je n'ai pas ces niveaux-là, heureusement pour moi. Olive Lem ne vous a pas donné une Jeep comme cadeau. Mais la Jeep, on va la mettre où? À la chambre? Il semble même que l'argent défalqué pour vous acheter la Jeep a été... Non, on m'a donné l'argent ou la Jeep. L'argent a été défalqué par la première dame. Et après, elle aurait remis cet argent à Papi Tamba et Papi Tamba à son tour aurait encore saucissonné cet argent. Et puis, quel est le rapport avec la Jeep? Mais on a acheté pour moi la Jeep, on m'a donné l'argent. On vous a acheté une Jeep, mais la qualité ou ancienne première dame à l'Ingaïte. Non, mais effectivement, si on a acheté pour moi la Jeep, donc on m'a offert une Jeep. Voyez-vous? C'est ridicule. Pardon? Au cadeau. Non, mais cadeau de quoi et par qui? Ancienne première dame. Ah, ok. À son milieu Jeep. Oui, mais attendez voir la Jeep. Il faut lui demander même le numéro de châssis de la Jeep, ça sera une bonne chose. Voyez-vous, ça ce sont des gens qui sont nés dans le mensonge. Voyez-vous? Moi, personnellement, je ne peux pas entrer dans ces débats. Mais ce qui est quand même aberrant, c'est juste pour aider l'opinion à bien comprendre. Qu'est-ce qu'on entend par diaspora? On suppose que ce sont des Congolais qui vivent à l'extérieur. J'avoue ici que je suis soutenu par la diaspora. Non, sous-traité, selon Bazin. Non, mais sous-traité comment? Parce que la diaspora n'est pas une organisation. La diaspora n'est pas une organisation. La diaspora, c'est l'ensemble de Congolais vivant à l'étranger. On va être sous-traité comment? Il y a un problème. On va évoluer. Il semble qu'Alain Bolodjoa ne s'est jamais séparé de Joseph Kabila. Ça, c'est toujours basé. Mais séparé parce que j'étais marié à Joseph Kabila. Mais séparé dans quel sens? Sur le plan politique, vous continuez à partager ses opinions. Non, mais selon Bazin. Non, mais pourquoi je dois passer à la télé pour parler des Bazin? Parce qu'il a parlé aussi de vous. Non, mais moi, je ne veux pas parler de lui. Ça lui donner beaucoup d'importance. Hein? Moi, je parle République. Très bien. Je parle institution. Je ne peux pas parler des invertébrés. Je n'ai même pas ces temps. Très bien. On va entrer dans les menus de l'émission. On va parler cette fois-ci des amendements qu'on a apportés sur la loi électorale, qui est d'ailleurs en plein débat au niveau de l'Assemblée nationale. Le député Nsingi Pouloulou nous dit ceci. Bon, c'est lui qui a endossé la loi Noël Tchani. Pour lui, on ne doit pas se limiter seulement au candidat président de la République qui doit avoir des parents congolais. Mais cette fois-ci, on doit aller plus loin. Même la femme du candidat président doit être née des parents congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois que je m'étais engagé de ne pas parler du processus électoral. Voyez-vous, et de ne pas parler de la loi électorale, mais plutôt du processus électoral. Mais je me rends compte qu'il y a une sorte de désordre ou d'anarchie en termes de raisonnement. Voyez-vous, nous sommes scientifiques, au-delà d'être politiques. Je voudrais juste me poser des questions. La finalité de ces réformes, c'est quoi? C'est d'exclure une catégorie de Congolais ou de nous garantir de bonnes élections? Parce que la finalité des élections, c'est justement pour nous permettre d'avoir des animateurs, des institutions aptes, capables de résoudre le problème congolais. Ce qui veut dire qu'en réalité, si nous étions dans un pays sérieux, le premier critère sur lequel nous devons tous nous baser, c'est d'abord l'étude faite et l'expérience professionnelle. Ça a été toujours la condition principale. Non, mais effectivement, même la nationalité également. C'est-à-dire qu'on devait commencer par là. Parce que si on considère que celui qui est licencié a le même niveau, même capacité que celui qui a fait 5 ans dans un parti politique, on est mal barré. La question que nous devons tous nous poser, quel est le niveau d'études de celui qui est aujourd'hui président? Pourquoi les gens ne veulent pas en parler? Est-ce que vous savez que la Cour constitutionnelle a connu beaucoup de difficultés pour présenter la biographie de M. Félix Tshisekedi? Comment ça? Elle a commencé par le nom. Ses origines sont connues. Le nom, les lieux, date de naissance, son statut en termes de mariage, le nom de ses parents, et puis c'est tout. Pourquoi ne pas insister sur l'étude faite? On avait fait, et quand c'est Kabila qui avait prêté serment, qu'est-ce que la Cour avait dit? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit nous voulons corriger ces imperfections-là. Kabila était commandant de l'armée, ça a été cité au niveau de la Cour constitutionnelle en 2006. Et fort malheureusement, nous considérons pour notre part que cela doit cesser. On doit avoir des critères objectifs
justement pour permettre à ce que nous ayons de bons dirigeants. Celui qui n'est pas marié peut postuler, non? Un divorcé peut postuler. Supposons alors aujourd'hui que l'on visait, par exemple, quelqu'un qui s'est marié avec une étrangère et la personne, pour des raisons électoralistes, s'est décidé de divorcer, automatiquement il devient éligible. Et donc, on aura un président divorcé, tout simplement parce que la loi vise le président qui sont mariés de 100%. Prenons alors l'exemple. Supposons que quelqu'un a amené une information disant que la femme d'un candidat de la famille, le candidat de la famille de M. Ntingui n'aurait pas notre nationalité. Comment allons-nous démontrer qu'effectivement ce qu'il dit c'est vrai ou faux? C'est là où on veut rendre la République. On veut nous amener dans des débats stériles, des débats qui n'apporteront rien de substantiel. Insistons d'abord sur la qualité de la personne qui va assumer la fonction du président. Les concepteurs de la loi et les députés qui l'ont endossé estiment qu'on doit verrouiller l'accès à certains postes, des responsabilités. Non, mais on doit protéger la souveraineté. Non, mais on a longtemps laissé les gens dont la nationalité était diriger ces pays. Attendez, est-ce que vous savez au moins... ruiné. Vous savez au moins que dans cette approche-là, M. Félix Tshisekedi ne peut pas être candidat président. Comment ça? Sa maman n'est pas 100% congolaise. Ça reste à vérifier. Ah, pourquoi on doit vérifier pour les autres, pour lui et pourquoi pas pour les autres? Jusque-là, on a cité personne. Non, mais effectivement, j'ai dit, ce sont des lois discriminatoires qui pouvaient trouver leur sens s'ils n'avaient pas l'intention de nuire aux intérêts des autres. Si c'était justement pour sauver la République, tant mieux. Mais fort malheureusement, on constate qu'il y a une sorte de fixation par rapport aux critères des autres. Si Martin Fayulu, par exemple, parce que c'est de lui qu'il s'agit d'après ce qu'on nous présente, on considère que sa femme... Et puis Moïse Katumbi. Moïse Katumbi également, on considère que la femme de Martin Fayulu n'est pas congolaise 100%, n'est pas congolaise, et bien on doit créer une disposition de la loi pour l'écarter. Martin Fayulu est aussi en droit de divorcer et de se remarier avec une autre femme. Mais pourquoi ne pas insister sur l'étude faite? Et pourquoi on semble négliger ces Mais ça existe déjà dans la loi. Non, mais la loi confond déjà à ce niveau. La loi dit soit pourquoi ne pas demander votre expérience professionnelle dans un pays sérieux, lorsque vous avez des soupçons en termes de l'authenticité du diplôme de la personne du président, en réalité, il doit être traduit en justice pour usage de faux et faux en écriture. Mais on ne l'a pas fait. Qui doit le faire? La justice, si la justice existait. Et qui doit confirmer, qui doit certifier que tel est congolais, tel ne l'est pas. Ça sera toujours la justice. Voyez-vous? Et là, ça pose problème. Alors, comment voyez-vous l'évolution de cette histoire? Comment voyez-vous l'issue même de cette proposition de loi Noël Tchani? Non, mais déjà, d'ailleurs, par rapport au débat tel que vous l'avez présenté, on n'en parle même plus. Là, on fait allusion à la loi électorale. La loi électorale, et Ntingui Pouloulou qui a profité pour... Non, mais là, effectivement, ce qui veut dire que la proposition de loi telle que faite par M. Tchani, c'était un fourre-tout. C'était je qualifierais d'un torchon. Une loi qui créait la confusion dans les esprits parce qu'il y avait certaines dispositions qui heurtaient les dispositions de la Constitution. Il a pris une seule loi qui révisait la Constitution, qui touchait à la loi électorale et même sur la loi sur la nationalité. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'ils se sont ressaisis. Ils veulent maintenant prendre certaines dispositions telles que proposées dans leur fameuse loi pour insérer dans des lois telles que nous l'avons dit au départ. Et fort malheureusement, ils les font avec beaucoup de maladresse et sans tact. Mais qu'est-ce qui dérange aujourd'hui si on arrivait à voter une loi qui verrouille l'accès à certains postes de responsabilité? On a longtemps crié ici, décrié, pardon. Joseph Kabila était rwandais, Joseph Kabila n'était pas congolais. Alors, on dit, les députés ont pris le courage, cette fois-ci, d'initier une loi qui va verrouiller certains postes de responsabilité. Non, mais attendez. En quoi ça non, attendez. Ça commence à choquer? Non, mais attendez. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Dans cette fameuse loi, quel est le statut de Moïse Nyarugabo? Non, on ne parle pas d'individu dans cette loi. Non, mais attendez, j'ai dit ça. Je cite Moïse Nyarugabo. Quel est le statut de Moïse Nyarugabo? Est-il congolais d'origine ou pas? Question directe à Ntingui Pouloulou. Quel est le statut de ce que vous appelez les Banyamulenge?
sont-ils de Congolais d'origine ou pas? Félix avait dit qu'ils étaient Congolais. C'est lui qui doit décider qui doit être Congolais. Ce qui veut dire qu'il peut aussi décider de faire de Kagame président de la République et candidat président parce que c'est la volonté de Félix Tshisekedi qui a primauté sur la loi. C'est quand même ridicule. Nous avons un problème d'infiltration, certes, mais nous nous posons de mauvaises questions. Il y a de ceux qui ne sont pas congolais, mais à qui vous leur reconnaissez la nationalité. Il y a de ceux qui sont 75%, comme M. Félix Tshisekedi congolais, et vous considérez qu'il n'a pas droit au chapitre parce que sa maman est d'origine angolaise. Ça pose problème. Ne craignez-vous pas que cette loi puisse amener les pays jusqu'au point d'être embrasés? Non, mais si la loi est faite dans le respect de certains équilibres, on considère que la loi doit être soutenue. Mais si cette loi est utilisée comme stratégie, justement pour exclure une certaine catégorie de Congolais dans le challenge électoral, nous considérons que c'est déjà mal parti. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que cette loi est conçue pour exclure certaines personnalités de la course au fauteuil Non, généralement, avant de réviser la loi ou avant de réformer certaines dispositions de la loi, on se pose la question sur la problématique qui a justifié la révision. C'est-à-dire, au-delà de la démarche légistique, il faut tenir compte aussi de la dimension sociologique et anthropologique. Qu'est-ce que l'ancienne loi a favorisé? Qu'est-ce que nous devons... L'ancienne loi favorisait l'infiltration? Non, mais l'infiltration de qui, par exemple? Parce que lorsqu'on vous dit que Kabila n'était pas congolais, mais la loi telle que cela va se faire ne va pas exclure Kabila de la course. Parce que pour démontrer que Kabila n'est pas congolais, ce n'est pas facile. Comment allez-vous justifier que Kabila n'a pas été congolais dès lors que Kabila a signé des accords avec Etienne Tshisekedi, avec son fils? À San City, on avait convoqué tous les Congolais. Fort malheureusement, Kabila s'est retrouvé là-dedans. Et Etienne Tshisekedi a accepté que Kabila continue son mandat jusqu'à nous organiser les élections en 2000. Qu'est-ce que Etienne Tshisekedi a à voir dedans? Non, je dis, ce sont là les faits, les faits politiques qui démontrent à suffisance que nous avons traité cette question avec complaisance. Comment quelqu'un qui n'est pas congolais peut-il être sénateur à vie? Ça sera difficile de démontrer. Et quels sont les éléments? Et sur base de quels éléments objectifs arriverons-nous à démontrer qu'un Tingui est réellement congolais? Parce qu'un Tingui peut aussi être Muzombo. Voyez-vous? Rien n'exclut qu'il soit étranger. Il peut aussi être Muzombo. Alors, si nous regardons la couleur de sa peau, on dit non, lui il est congolais parce qu'il s'appelle Tingui. Mais peut-être que aussi ses arrière-grands-pères viennent de l'Angola. Peut-être qu'il est parmi les réfugiés que nous avons reçus venant de l'Angola. Comment allons-nous démontrer que l'information fournie par tel est vraie ou elle est fausse? Les services de renseignement sont là, ils peuvent nous aider. Non, mais les services de renseignement, il y a des gens qui sont nommés ambassadeurs mais qui ont une nationalité douteuse. Les services de renseignement savent. Il y a des gens qui sont au gouvernement, non loin de M. Félix, qui ont une nationalité douteuse. Mais ils sont là. Soyons sérieux. Il y a des questions plus importantes sur lesquelles nous devions nous attarder. Fort malheureusement, on considère que dans ces incantations... C'est le Parlement qui nous impose ces débats. Non, mais ce n'est pas le Parlement, c'est la qualité des gens. C'est la qualité des gens qui fait défaut. Et nous devons essayer de réfléchir en profondeur et de résoudre le vrai problème. C'est ça l'essentiel. Alors, côté Ensemble pour les changements, c'est pas Ensemble pour la République, ça prête à confusion. On a entendu déjà des voix s'élever pour contester contre cette initiative au niveau de l'Assemblée nationale, mais au niveau de la Mouka, jusque-là, on n'a pas encore entendu quelqu'un vociférer par rapport à ce qui se passe. Non, mais même moi, j'en ai pas parlé. J'ai tenté de donner des réponses à votre question. Si vous leur posez des questions, certainement, ils vont prendre position. Mais ce qui est vrai, l'ensemble a toujours été agité par rapport à cette question, d'autant plus que la loi déjà, Tiani, visait Moïse Katumbi. Voyez-vous? Visait Moïse Katumbi. Il faut aussi savoir... Est-ce que ce n'est pas une stratégie d'auto-victimisation? Non, c'est une stratégie d'exclusion. Parce qu'on n'a jamais cité les gens. Non, mais c'est une stratégie d'exclusion. Quand ça s'est dit dans le salon VIP, il y a des gens qui écoutent. Mais Jean-Pierre Bemba est né aussi, je crois, d'un père... Non, son père c'est un métissé. Le père, Jeannot Bemba est métissé. L'un de ses parents est étranger. Il est aussi concerné par la loi. Non, mais effectivement, il est concerné par la loi. Pourquoi, mais il n'est pas seulement... il ne fait pas beaucoup de bruit? Non, mais qui vous dit qu'il ne fait pas beaucoup de bruit?
C'est justement parce qu'aujourd'hui, il sait qu'il n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat au regard de ce qui s'est passé avec la subordination des témoins. Si on lui reconnaît la qualité d'être candidat et qu'en même temps on lui oppose cette réalité, ça va poser problème. Et surtout que sa femme aussi est métissée. Voyez-vous? Qui peut nous donner la certitude que la femme de M. Félix Tshisekedi est 100% congolaise? On n'a pas d'éléments. Voyez-vous? On n'a pas assez d'éléments. Donc, nous considérons que cette loi, bien que moi je ne me retrouve pas là-dedans, je considère que cette loi est malvenue. Il faut éviter d'utiliser les positions que l'on occupe aujourd'hui, justement pour exclure une certaine catégorie des candidats. Supposons alors que l'on démontrait que M. Félix Tshisekedi n'est pas 100% congolais. On le mettait de côté. M. Martin Fayulu n'est pas 100%, dont la femme n'est pas congolaise. On le mettait de côté. On démontrait que M. Kamere n'était pas aussi 100% congolais. On le mettait de côté. Moïse Katumbi le mettait de côté. Lui également est concerné. Hein? Sa femme, Amida, c'est aussi une métisse apparemment. Non, mais même Kamere aussi, on peut douter de sa nationalité. Parce qu'on peut douter de la nationalité de tout le monde. Voyez-vous? Vous y compris. On peut douter de la nationalité de tout le monde. Nous arrivons au niveau de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle qui est déjà au service de M. Félix Tshisekedi. On peut piocher le nom de M. Félix, on peut l'épargner dans cette situation. La Cour constitutionnelle décidé de dire non, voilà, au candidat sauf M. Félix Tshisekedi, parce que nous considérons que les déclarations faites par lui, c'est lui qui a fait la déclaration disant que sa maman avait du sang angolais. On va vous dire non, voilà, Kabound avait dit que sa maman lui aurait dit qu'elle était 100% congolaise. M. Félix Tshisekedi n'avait pas compris, Kabound avait dit, et à la fin on nous dit non, voilà, au regard des déclarations de Kabound, eh bien, M. Félix Tshisekedi doit être le seul candidat parce que sa maman est 100% congolaise et sa femme serait congolaise. Ça serait déjà jeter du pétrole au feu. Et je crois que le pays va s'embraser justement parce que les gens ne savent pas gérer leurs ardeurs. Si M. Félix sait qu'il est capable de postuler devant tous les Congolais et de gagner, il doit être apaisé et non utilisé. Est-ce que c'est Félix qui est derrière tous ces gens? Bien évidemment. Comment ça? C'est M. Félix qui a béni Noé Tchani. Mais le président, lors d'une interview, je crois, accordée à Marius Munga, vous le croyez? Il s'était opposé à la loi. Non, mais à la loi, à la démarche, disons. Non, mais effectivement, justement, parce qu'il ne savait pas que nous avions des audios où lui faisait la déclaration que sa maman n'était pas congolaise. Rien ne nous certifie également qu'Alain Bolodjoy est 100% congolais. Non, mais c'est ça, en fait, le problème. C'est justement parce que l'administration est défaillante. Mais moi, je peux vous certifier que je suis 100% congolais. Non seulement moi, ma femme également. Parce que dans mon territoire, nous ne sommes pas frontaliers à un pays. Le territoire d'Ingende, il n'y a pas des étrangers là-bas. Mon père est connu. Il est né avant l'indépendance. Il est né en 1918. Voyez-vous? Mon grand-père est connu. Il est né avant 1884. Du côté de ma maman, tous sont connus. Je peux vous citer et même vous montrer les tombes. Et nous avons même des documents, des titres de propriété, que ce soit du côté de ma maman que du côté de mon papa. Très bien. Voyez-vous? C'est ce qui veut dire que moi je suis épargné. C'est à M. Félix Tshisekedi de démontrer que sa maman est congolaise. Fort malheureusement, tout le monde sait qu'elle a les sangs angolaises. Que je ne nie pas non plus la nationalité congolaise. Parce que nous avons des types de Congolais par naturalisation, de Congolais d'origine. Au regard de la loi actuelle, Maman Marthe est Congolais d'origine du fait que l'un de ses parents est Congolais. Et elle a opté pour notre nationalité. Voilà. On va évoluer cette fois-ci pour parler de ce qui se passe dans les Grands Katanga, ces forums qui mettent autour d'une table les Katangais Kassaïens pour essayer d'aplanir les divergences qui opposent les deux communautés depuis un moment. Est-ce que c'était opportun d'organiser ces forums? Qui l'a organisé? Le président de la République. Fort malheureusement. On ne peut pas être jugé parti. Comment ça? Voyez-vous? Si moi j'étais à la place de M. Félix Tshisekedi, étant donné que je me retrouve en plein dedans, j'allais plutôt choisir des personnes neutres. En réalité, on devait avoir les confessions religieuses, même élargies aux chefs coutumiers. Si on avait les confessions religieuses et les chefs coutumiers, on les mettait ensemble pour résoudre la question, ça allait être mieux. Pourquoi? L'Église est supposée être neutre. Les chefs coutumiers, on devait prendre les chefs coutumiers des autres provinces qui ne sont pas directement impliqués. Tenez, il y a des acteurs majeurs dans cette table ronde. Il y a ce qu'on présente comme le Premier ministre,
et c'est lui qui fait office du président de la République. Les deux personnalités. C'est compréhensible. Savez-vous que monsieur comment Sama Lukonde est présenté comme Katangé? Oui. Il est présenté ou il est Katangé? Non, mais vous doutez de la nationalité de tout le monde. Comment ça? Aussi de sa nationalité. Il est né à Paris, certes, mais... Non, mais il y a des gens qui peuvent aussi douter de sa nationalité. Savez-vous qu'il est présenté comme Katangé? Il est Katangé. Non, mais savez-vous qu'il est présenté comme Katangé? Non, il est Katangé. Savez-vous au moins que M. Félix Tshisekedi est présenté comme Kassayen? Il est Kassayen. Non, savez-vous au moins qu'il est présenté 100% comme... d'ailleurs. Non, il ne peut pas être 100% parce que sa maman a du sang katangé, sa maman a du sang angolais, sa maman a du sang... On revient sur le forum. Voyez-vous? C'est-à-dire que devant cette réalité, on ne peut pas être jugé parti. C'est que dit 100% congolais, il n'y a pas de doute. Non, mais pourquoi vous donnez le droit de refuser que les autres doutent de sa nationalité alors qu'il y a des audios, lui-même a y affaire, et ces audios existent, et leur authenticité n'a jamais été contestée. Voyez-vous? Ce qui veut dire que devant cette réalité, vous avez déjà deux personnes qui sont prises à partie pratiquement. Il y a celui qui représente les intérêts katangais, le Premier ministre, celui qui présente les intérêts kassaïens, M. Félix Tshisekedi, et les deux peuples qui sont en conflit sont katangais et kassaïens, et je pense que les deux étaient malvenus pour eux de prendre position par rapport à cette question. Sama Lukonde ne devrait pas... Non, il pouvait venir sans avoir une voix délibérante et ne pas influencer les décisions. On ne peut pas résoudre la question kassaïen-katangais en mettant à la tête de l'organisation qui est appelée à résoudre le problème, les Kassaïens et les Katangais, parce que chacun cherchera à tirer la couverture de son côté. Il fallait avoir une certaine neutralité, et je crois qu'en regardant la Constitution, ce sont les chefs coutumiers qui ont la mission de résoudre ce genre de problèmes. Et fort malheureusement, ça n'a pas été fait. Et la conséquence, c'est quoi? En suivant Sama Lukonde, lors de l'interview qu'il a accordée à Christian Lusako Inoue, à notre sœur, la journaliste, on a compris que M. Sama Lukonde avait pris position pour les Katangais. En suivant M. Félix Tshisekedi, on se rend compte que M. Félix Tshisekedi est pour les Kassaïens. Ce qui veut dire que le problème ne sera pas résolu. Mais lorsqu'ils sont arrivés au fond, en traitant la question au fond, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème socio-économique. Mais c'est ce que nous disions il y a de cela bien longtemps. Il faut éviter de créer l'équilibre social à partir des investissements ou des disparités en termes d'investissement. Nous l'avons dit. Si vous regardez mes vidéos en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, même en 2018, RTNC, RTNC2, Digital, nous l'avons démontré noir sur blanc, même Télé 50. Et d'ailleurs, dans toutes les autres chaînes, nous l'avons démontré, la disparité en termes d'investissement crée un déséquilibre, et ces déséquilibres-là occasionnent les exodes du rural. Et aujourd'hui, ils tentent de comprendre les raisons, et ils sont revenus sur ces points-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans leur approche, ils veulent assez qu'ils puissent commencer à investir dans le Kasaï pour résoudre le problème. Mais je vous recommande seulement d'aller lire le programme des 100 jours. Il y avait certains projets d'investissement là-bas. Il n'y a pas que le programme des 100 jours, il y avait Tchilegelou, le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, le PAU, le fameux programme ici de 145 territoires. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas bien cerné le problème, ils veulent apporter des solutions cosmétiques. Ça ne va rien apporter. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à ces jours pour faire partie de M. Félix Tshisekedi. Je vous dis, faire partie de M. Félix Tshisekedi, ça sera déjà un bon départ. Parce que déjà c'est là... ça la solution. Non mais attendez, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui critiquent M. Félix Tshisekedi sont réputés des haineux, des jaloux, des tribalistes? Lorsque vous critiquez M. Félix Tshisekedi, on vous pointe directement du doigt parce que vous êtes contre les Kassaïens, voilà pourquoi vous critiquez M. Félix Tshisekedi. Voyez-vous? Ce qui veut dire que ce sont là le problème. Je pense que nos amis du Kasaï ne sont pas encore prêts d'avoir un président à la tête du pays. Ça, c'est de un. Je l'ai dit et je m'assume. C'est justement ces discours séparatistes. Non, mais effectivement, mais c'est ça. C'est ça la solution. Lorsque vous avez des gens qui confondent la fonction du président et la tribu, ça pose problème. M. Félix Tshisekedi était supposé ne pas être le président du Kasaï. Il était supposé être le président de la République. Et cette transition-là n'a pas... Non, il n'est pas président de la République. Mais comment ça?
Mais vous avez démontré ici que M. Félix Tshisekedi a financé plus de projets dans les Kasaï que dans d'autres projets. Non, mais vous avez cité vos déclarations. Non, mais effectivement, vous avez cité. Mais pourquoi ne pas avoir le courage de vous assumer? Pourquoi avoir peur de dire la vérité? Il faut que nous crevons l'abcès pour que nous arrivions à résoudre le problème. Nos frères du Kasaï, et plus précisément le Louba, ne sont pas prêts à avoir un président de la République. Alain Bolodjoa, ces discours séparatistes enflamment les pays. Non, moi je vous donne des faits. Je vous dis ce qui doit se dire. Nos frères du Kasaï, et plus précisément le Louba, ne sont pas prêts d'avoir leurs frères à tête du pays. Et qui sont prêts à avoir un président. Non, mais effectivement, voilà pourquoi. 32 ans ici. Non, mais Joseph Kabila en a fait 18. Mais Kabila n'a pas amené le tribalisme au niveau où nous en sommes aujourd'hui. Vous le pensez? Non, mais est-ce qu'il y a eu des vous le pensez? Il y a eu des forums. Vous oubliez que dans ces pays, et dans certaines entreprises publiques ici, il suffisait de parler Swahili pour être embauché. Non, mais attendez. Oui. Nous parlons Louba, nous ne parlons pas des Kilouba, des Chilouba. Les Swahili, ceux qui parlent le Swahili. C'est-à-dire ceux qui parlaient Swahili, ils étaient identifiés par rapport à Kabila, c'était ça. Non, mais attendez. Mais combien de tables rondes avons-nous organisées? La question c'est la table ronde ou c'est la propagation. Non, mais dites-moi dans quelle province des Swahilophones où on a chassé les autres tribus? Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est justement parce que les gens confondent la fonction du président et le chef tribal. M. Félix Tshisekedi était supposé être le symbole de l'unité nationale. Moi, je pense... Il ne l'est pas? Non, il ne l'est pas. Il vient de créer la division. C'est lui qui a plus investi dans le tribalisme, cherchant à l'utiliser pour se maintenir au pouvoir. Cherchant à l'utiliser pour se maintenir au pouvoir. Et cela a dégénéré. Mais comment pouvez-vous accuser les présidents d'être tribalistes aussi longtemps que vous avez aujourd'hui un Premier ministre Katangé, un président du Sénat de l'Est, vous avez un président de l'Assemblée nationale du Grand Bandundu? Au nom de quoi vous accusez les présidents d'être... Non, mais vous pensez que c'est ça le mécanisme pour jauger les degrés des tribalistes? Son directeur des cabinets Katangé. Oui, mais voilà pourquoi vous insistez. Il a cherché à nommer un Katangé justement pour vous berner. Allez voir les autres membres du cabinet. La quasi-majorité, ceux qui sont plus influents. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il a réellement un directeur de cabinet. Il en a. Il fait de la figuration. Il s'appelle M. Guilain Nyembo. Non, mais oui, effectivement. Il a été choisi justement pour vous dire que voilà, il est différent, il n'est pas ce que vous prétendez qu'il est. En réalité, il est tribaliste. C'est ça, en fait, le mécanisme. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ne dépend pas que de M. Félix Tshisekedi. La Constitution voulait assez qu'il y ait la représentation régionale, c'est-à-dire qu'on tienne compte de cette sensibilité-là. C'est ce qui fait que M. Mbosso est là. Le jour où on va choisir M. Kamere comme Premier ministre, certainement que Bahati deviendra chômeur. Parce qu'on ne peut pas avoir les gens du même coin à la tête des deux institutions. Voyez-vous? C'est ça en fait la configuration. Mais allez au niveau du processus électoral. Tous sont du Kasaï. Allez voir au niveau des nominations de M. Félix Tshisekedi. Vous nous trouvez, il donne l'importance plus aux Kassaïens. Ce n'est pas une bonne... Et ce qui est grave, ce n'est pas seulement les Kassaïens, ce n'est pas en termes de Kassaïens, mais il fait plutôt mention de sa tribu. Parce que dans les Kasaï, il y a les Songé, il y a les Tétés là, il y a d'autres tribus qui ne sont pas prises en compte. Voyez-vous? Ce qui veut dire que c'est ce que nous condamnons. Les Kassaïens sont nos frères, nous sommes appelés à être unis, nous sommes appelés à migrer vers l'État-nation, mais nous considérons par ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes. Le problème qui se pose entre le Katangé et les Kassaïens, il y a aussi un problème entre les Kassaïens et les gens du Bandundu. Il y a aussi des problèmes entre les Kassaïens et les autres tribus. Comment arriverons-nous à résoudre ces problèmes si nous n'insistons pas sur l'unité nationale? Et la personne qui devait jouer ce rôle est des missionnaires. C'est M. Félix Tshisekedi. Lui-même a dit que sa tribu était victime du tribalisme. Comment un président de la République peut-il dire ça? Voyez-vous, il a mal joué sa carte et nous voyons aujourd'hui, il a jeté du fertilisant à cette situation et voilà, les choses ont dégénéré. Si vous arrivez au niveau de mon quartier, j'étais le garçon le plus aimé. Mais depuis que j'ai commencé à critiquer M. Félix Tshisekedi, tous nos frères Louba commencent à me détester. On me considère comme l'ennemi des Louba. Non, je ne suis pas ennemi des Louba. Parce que chez moi, il y a une Louba. Je ne suis pas ennemi de Louba. Mais nous devons nous dire certaines vérités. La manière dont M. Félix Tshisekedi a géré cette question, ça démontre une certaine légèreté
Et c'est ce qui justifie ce que nous avons aujourd'hui. Et voilà. Donc ce n'était pas opportun d'organiser cette table ronde. Non, mais la table ronde n'a pas apporté des informations nouvelles. Il n'y a rien en termes d'innovation. Tout ce qu'ils ont pris comme résolution, c'est ce qui devait se faire il y a bien longtemps. La question d'investir au Kasaï, ça devait faire partie de leur programme mais est-ce que demain ou après-demain, si on commence à investir au Kasaï, vous ne serez pas les premiers à crier ici? Non, mais bien évidemment, on va crier. Mais pourquoi voulez-vous... Mais qu'est-ce que vous voulez non, alors? Mais attendez. Vous pensez qu'il n'y a qu'au Kasaï qu'il y a la pauvreté? Est-ce que vous savez que la province la plus pauvre, c'est la Tchouapa? La province la plus pauvre, c'est la province de Tchouapa. Alors vous voulez nous dire que maintenant, là, on ne va plus investir dans d'autres provinces, on doit centrer nos actions essentiellement sur le Kasaï. Parce que depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il ne fait qu'investir plus dans le Kasaï. Même quand il s'agit de construire 1500 logements, il prend 600 dans les grands Kasaï. Et il choisit Mujima et Kanam. À l'Odja, là-bas, ils n'ont pas besoin de maisons. Niaba Ndoua a été même ignoré dans les projets, je crois, 140. Non, mais il n'a jamais pensé au Bandung. Le seul projet que lui a pu financer, justement pour des raisons cosmétiques, il a acheté un groupe électrogène à Kikwit. En dehors de ça, il n'a pas investi dans le Bandung. Citez-moi une seule réalisation depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Il n'y en a pas. Citez-moi à l'Équateur, il n'y en a pas. Il y a votre confrère, ancien confrère, il s'appelle comment? Thierry Moussenepo a dit, à l'Équateur, on aurait construit 2 km de route et de Le Maïndomé 2 km de route. Et vous trouvez ça sérieux? Voyez-vous? À l'Équateur, on n'a pas détourné 32 millions, mais dans les Kasaï, oui. À l'Équateur, il n'y a pas eu de procès de logements sociaux parce que ce n'était pas prévu. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est mal parti. Et moi, je considère, pour résoudre ces problèmes, on doit d'abord faire partie de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. On a dit ça aussi des Kabila. Et après sensibiliser. Kabila a été le malheur du Congo, c'est Kabila qui bloquait le Congo. Non, mais Kabila est parti aujourd'hui. Non, mais Kabila n'est pas parti. Kabila a placé un pantin. Ça, c'est d'après M. Félix Tshisekedi. Ce discours est révolu. Non, mais si le discours est révolu, je l'ai dit quand même. Kabila a placé un pantin d'après l'esprit de M. Félix Tshisekedi. Et ce pantin-là ne fait pas mieux. Voilà pourquoi les gens se plaignent. Mais si Kabila était parti et qu'il était remplacé, ou succédé par quelqu'un qui avait des atouts, on allait voir les changements. Et fort malheureusement. Très bien. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a dressé le bilan de la première année de son gouvernement. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Bon, vous savez, la gouvernance la plus médiocre, c'est la gouvernance de celui que vous appelez Premier ministre. Je ne dis pas que lui, il est médiocre. Mais j'ai dit c'est sa gouvernance. On parle aujourd'hui des assignations budgétaires qui ont explosé. On parle de l'augmentation, je crois, des salaires des fonctionnaires à hauteur de 30%. Tout ça, ça ne vous dit rien. Non, le problème c'est que... On parle des zéro trous. Et vous certifiez ça. Je vous pose des questions. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. C'est la gouvernance la plus médiocre. La personne n'est pas médiocre, mais c'est la gouvernance la plus médiocre. Pourquoi je l'ai dit? Premièrement, il n'est pas dans l'étoffe d'un Premier ministre. Expliquez-vous. Je le considère plutôt comme un assistant de M. Félix Tshisekedi. Un Premier ministre n'est pas obligé d'être un adepte du président. Un Premier ministre peut aussi être en conflit d'intérêts avec le président. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que un Premier ministre est chef d'une institution distincte de l'institution président de la République. Un Premier ministre est dirigé par la loi et non par le sceau du maire du président de la République. Mais il est pleinement Premier ministre? Non, il n'est pas pleinement Premier ministre parce qu'il y a des compétences dévolues au gouvernement que nous retrouvons au niveau de la présidence de la République. On n'a pas cité le Premier ministre en termes de détournement, mais on a cité des conseillers de M. Félix Tshisekedi. Ils ont eu à organiser plus de 30 conseils des ministres. Plus de 30 conseils des ministres. Citez-moi, donnez-moi ne fût-ce qu'un projet de loi initié au niveau du gouvernement pour réformer. Un seul projet de loi qu'eux ont pu proposer au niveau du Parlement. Il n'y en a pas. Parlez-moi en termes de mise en œuvre de leur propre programme. Qu'ont-ils déjà fait par rapport à ce qu'eux-mêmes avaient fixé? Il y avait un problème de coordination et de supervision, je crois. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit que c'est la gouvernance la plus médiocre. S'il y a un problème de coordination, le rôle du Premier ministre, c'est quoi? N'est-ce pas de coordonner, de superviser? Au regard de l'article 93 de la Constitution. Si lui n'est pas coordonnateur, s'il n'est pas superviseur, ce qui veut dire qu'il ne joue pas à son rôle. Voyez-vous? Donc c'est ça, en fait, les malheurs.
nous avons le malheur d'avoir des gens qui sont invertébrés, mais qui veulent assumer de hautes fonctions. Et lorsque nous voyons sur le terrain, il n'y a pas de réalisation, on vous dit qu'au regard des assignations, ils ont pu mobiliser, plus d'argent. Mais la question que nous devons tous nous poser, si vous avez mobilisé plus d'argent que ce qui était prévu, pourquoi n'avoir pas alors financé tout le projet qui était prévu? C'est au mois d'avril tel qu'eux-mêmes l'ont dit. Mais ici, nous sommes en train d'évaluer le bilan d'une année. C'est-à-dire à partir du 26 que l'on doit commencer à voir ce qu'eux ont pu faire. Ce qui s'est fait après le 26, on ne peut pas le comptabiliser dans le bilan 1 an, mais on va plutôt le prendre dans les 2 ans. Et même dans ces cas-là, la question que nous devons nous poser, ils ont eu à exécuter le budget 2021. Quel est le niveau d'exécution? Parce que la mobilisation, on nous dit qu'ils ont mobilisé, ils ont maximisé les recettes au-delà des assignations. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce qu'en réalité, le budget, le finance publique est éclaté en 3. Vous avez l'argent qui est destiné aux provinces, l'argent destiné à la caisse de péréquation, l'argent destiné au gouvernement central. Dans le gouvernement central, il y a la rémunération, il y a le fonctionnement et il y a l'investissement. Ils n'ont pas investi au niveau de province. Ils n'ont pas payé tous les agents qui émergeaient dans le budget de l'État et je pense qu'ils n'ont pas donné le moyen en termes de fonctionnement des institutions. Qu'ont-ils fait de l'argent qu'ils ont pu mobiliser? C'est pendant cette année-là qu'il y a eu des députés qui ont perdu la vie justement parce qu'ils étaient à la recherche de leur rémunération. Et ils ont fait 22 mois impayés. 22 mois impayés. Et vous voulez me dire que c'est un bilan satisfaisant? Non. Il a lamentablement échoué, peut-être pour stimuler ceux qui viendront après, pour leur présence au Conseil des ministres, on leur donne 10%. Sama Lukonde doit-il être démis de ses fonctions de Premier ministre ou vous pensez que Félix Tshisekedi peut le garder jusqu'à la fin de son premier quinquennat? Apparemment, vous voulez donner l'impression comme si M. Félix Tshisekedi est mieux que Sama Lukonde. Pourquoi n'avoir pas posé la question si on méritait avoir un président comme Félix Tshisekedi? C'est ça la meilleure des questions. Pourquoi ne pas envisager le départ et de Félix Tshisekedi et de Sama Lukonde et de Mbosso et de Bahati? Mbosso et Bahati, vous en faites quoi? Non, mais vous voyez, ces deux vieux-là méritent d'être là. Hein? Politiquement, ils sentent déjà les formules. Politiquement. En réalité, on doit avoir des gens qui ont une grande vision. On peut supporter la présence des Bahati dans une certaine mesure, mais pas Mbosso. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale doit être l'institution la plus dynamique. C'est la chambre où on trouve plus de jeunes. Elle ne l'est pas? Non. Non. Mbosso, il appartient au passé. Mbosso, c'est un produit... Non, mais pour la première fois, on a vu un ministre tomber. La première fois de voir un ministre tomber moyennant les billets de dollars. Ouais. Oh. Là, nous parlons de quoi là? L'immoralité a atteint son paroxysme. L'institution la plus immorale aujourd'hui. Hein? L'argent a circulé. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit, ce sont les députés. L'argent a circulé pour que le ministre ne parte pas. L'argent a circulé pour que le ministre parte. Et on a cité les Libanais, on a cité les gens et tout comme ça. Et vous pensez, dans un pays sérieux, on peut avoir une institution comme ça? Ou une institution constituée essentiellement de corrompus? Très bien, l'émission est terminée. Et de corrupteurs? L'émission est terminée. La toute dernière question. Quelle est la thérapie pour aujourd'hui régler cette question de la flambée des prix sur les marchés? Il faut avoir des dirigeants sérieux. Il faut avoir un bon président, un bon parlement, vous êtes trop un bon gouvernement, de bonnes assemblées provinciales, de bons gouvernements provinciaux. Parce que tout part par des politiques publiques. Lorsque vous n'arrivez pas à mettre en place de bonnes politiques publiques, c'est difficile de juguler l'inflation. On a un bon président de la République. Il est bon en quoi? Par rapport à quoi? On a un premier ministre. Non, sur base de quoi vous dites ça? Il est bon par rapport à quoi? Par rapport à la taille ou par rapport à la qualité de l'homme? Par rapport à la qualité de l'homme. Heureusement, les gens qui nous suivent savent que ce n'est pas le cas. Il faut avoir de bonnes institutions. Ce sont de bonnes institutions qui mettront sur pied, nous en avons. Qui mettront sur pied de bonnes politiques, On a un président élu légitimement et légalement. Non, M. Félix Tshisekedi est une invention des Kabyles. Il n'a jamais été élu. Il a été kabylocratiquement élu. La volonté de Kabyle a suffi pour qu'il soit. Et je crois que c'est lui qui connaît mieux Kingaka et Maman Olive.
Ça doit être nos amis. Vous n'avez jamais réussi à prouver cela? Prouver quoi? Prouver que Félix était créé par Kabila ou inventé par Kabila. Kabila est sérieux. Attala, Moni Pacha, on peut ça pouvoir. Vous voulez prouver qu'on vous prouve par quoi? Par quelle formule? Hein? Ils vous l'ont dit. Kabila est sérieux. Attala, Moni Pacha, pouvoir taper CIDPS. Je vous dis, j'ai certifié que Kabila est sérieux. On va combattre Kabila, il fait ce qu'il y a au moins. Moi j'ai les vidéos. Mettez Kabila Maboko. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont accédé au pouvoir par des voies scabreuses, qui n'ont pas l'onction populaire, et formellement, ils n'ont pas la technicité voulue pour arriver à résoudre le problème. Le jour où on aura de bonnes institutions, on va produire en abondance. Moi, je suis convaincu qu'avec de bonnes institutions, on peut produire autant sur le marché congolais et même exporter nos produits agricoles. Très bien, l'émission est terminée, la caméra est là devant vous. Nous avons appris que les CLC, les mouvements citoyens, même quelques partis politiques également, vont reprendre les actions de la rue pour contester contre ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, pour contester contre le processus électoral. Quel est votre dernier message par rapport à tout ça? Si je dois être direct comme d'habitude, je considère pour ma part que ça devient de l'aventure. Lorsqu'il s'agissait de booster ou de créer le déclic, nos frères ne l'ont pas fait. Voyez-vous? C'est quand même surprenant de voir des gens qui étaient ensemble, mais qui se sont décidés de se séparer, justement parce que chaque parti prêchait pour sa chapelle, et fort malheureusement c'était l'Église catholique qui a désisté en dernière minute. Ils ont convoqué une marche où eux-mêmes n'ont pas pris part, et fort malheureusement, ils ont laissé les autres dans le qu'est-ce. Et aujourd'hui, ils reviennent encore pour résoudre le problème que eux-mêmes avaient identifié en amont. Ce qui veut dire tout simplement qu'ils ne sont pas sérieux dans ce qu'ils font. Et donc, moi, je considère qu'ils peuvent continuer dans cette aventure, pas dans le sens strict, mais le sens large du terme, dans cette aventure d'organiser des actions ponctuelles. Mais lorsqu'on va inviter l'Église catholique, ils vont se retirer. Et ça ne sera pas intéressant. Donc je demande au président Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, et à nos amis de la Mouka, de se désolidariser de ces gens. Je ne sais pas comment on va justifier la présence de Kabila et de Martin Fayulu sur une même table. Personnellement, c'est ce que je ne supporte pas. C'est l'Église catholique qui a invité Fayulu et Kabila à se mettre autour d'une table? Non, mais effectivement, mais c'est l'Église catholique, ce sont les laïcs de l'Église catholique qui les ont mis ensemble. Mais lorsque le cardinal va prendre position par rapport à une question, ou la Senco va prendre position, ils vont se retirer. Et ce n'est pas intéressant. Parce que à cette époque-là, s'ils avaient mené leurs actions, peut-être qu'ils allaient booster, ils allaient changer beaucoup de choses. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont en position de faiblesse. Et ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi nous disons, nous invitons plutôt la population à enclencher l'article 64. Il faut faire partie, M. Félix, et tout s'accorde. Comme ça, on va espérer vivre le mieux-être. Voilà. L'émission est terminée. Un mot pour Profondeur Télévision, c'est Jeunes Médias qui vient de voir les jours. En tout cas, longue vie à vous. Merci. Longue vie. Vous savez, je voudrais être... bon, bien que ça ne me concerne pas directement, mais je voudrais dire ici... Fin de cette émission, à toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.